un podcast Mile & Stone. Dans cet épisode, focus sur la préparation physique. Comment, pourquoi, on va poser toutes les questions à une experte, la coach Lucille Woodward. Bienvenue dans Queen of the Mountain, je suis Laurie Delostal et ensemble on va écouter des voix de femmes qui vivent le trail pleinement. Des expertes, des passionnées, des athlètes bien sûr qui vont partager avec bienveillance, sans filtre et aussi leur expertise. On va parler ici progression, entraînement, corps, mental, cycle, mais aussi force et liberté. Et puis surtout on va parler de confiance, celle que l'on construit à chaque foulée. Ce podcast vous est présenté par Kailas Fuga, la marque outdoor spécialiste du trail et de la montagne depuis 20 ans. Au-delà de ses équipements haut de gamme, Kailas Fuga fait bouger les lignes. 40% de femmes dans son comité de direction, plus de 60% dans ses équipes et des événements comme la série Wonder Trail qui a permis à des centaines de femmes de découvrir la course en montagne. En apportant également son soutien à des athlètes féminines venues de plus de 10 pays, de l'Espagne au Népal. Kailas Fuga inspire une nouvelle génération de traileuses à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kailasfuga.com. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Lucille. Salut. Je suis enchantée de te recevoir. Merci de m'inviter. Je suis fan de toi, Lucille, tu le sais. je suis tout ce que tu dis, tout ce que tu racontes, notamment sur les réseaux sociaux. Tu es une coach multifacette, on peut dire ça. Hein. Tu as été journaliste santé, on t'a beaucoup vu à la télévision, tu es présente sur les réseaux sociaux. Comment tu conçois ton rôle de coach aujourd'hui ? Déjà, merci de m'inviter. Moi aussi, je suis fan de toi, donc je te suis. Voilà. Je suis tes aventures. Et je suis très contente de te voir en pleine forme. Alors, mon rôle de coach, écoute, moi, j'ai pas l'impression d'être multifacette. J'ai l'impression que, en fait, c'est un peu le rôle du coach sportif de pouvoir quand même toucher aussi à tous les pans de la vie, parce que finalement, le sport, ça touche à plein de points de vie. Donc, bien sûr, le sport, mais aussi la confiance en soi, le mental, l'alimentation, le rapport avec les autres, le rapport à sa propre transformation, le rapport à ses échecs, à ses envies. Donc, finalement, on est un peu un point d'ancrage pour ensuite plein d'aspects de ton quotidien et aussi de ta vision future. Moi, j'ai pas l'impression d'être multifacette, mais si tu dis que je le suis, je sais pas. Non, mais effectivement, hein, tu parles de... T'accompagnes, on va dire, les femmes sur toutes les facettes de leur bien-être, hein, sport, alimentation, mentale. Nous, on va parler ensemble de préparation physique aujourd'hui, indispensable pour tous les athlètes, quel que soit leur niveau et leur objectif. Ah oui, absolument. Vraiment, la préparation physique, c'est le plus important, c'est le socle. Et c'est vrai que souvent, on a envie de courir, on se dit, tiens, j'ai envie d'y aller, hop, on y va, ça nous plaît, on continue. Et on oublie de faire son renfort, ses stretching et son échauffement. Enfin, voilà, je pense que ça fait aussi partie de la préparation physique et aussi de les stratégies de récupération. On oublie tout ça, finalement, parce qu'on est un peu galvanisé, un peu pris dans le truc. Et malheureusement, en fait, on s'expose à des risques de blessures. Alors, tous les coureurs ne sont pas blessés, mais quand même, la moitié des coureurs se blessent tous les ans. Donc, c'est quand même énorme. Et en fait, une fois que tu t'es blessé, dans l'année qui suit, donc dans les 12 mois, tu as encore plus de risques de te reblesser. Pas forcément au même endroit, mais de faire une récidive, souvent en fait en chaîne musculaire ou en chaîne des fascias. Donc, c'est vraiment primordial de faire du renfort. Après, c'est quand même discuté, donc c'est difficile de donner des chiffres hyper précis. J'ai un peu révisé avant de venir te voir. Et c'est vrai que c'est pas encore très précis, toutes les études scientifiques sur la prévention des blessures grâce au renforcement musculaire. En fait, ce qu'on sait, c'est que la cause principale de blessure, c'est de trop courir, trop vite, trop longtemps, trop tôt, voilà, de s'emballer. Ça, c'est vraiment la cause numéro 1. En prévention, on n'est pas vraiment sûr que vraiment, si tu t'es jamais blessé, le renfort va t'aider. Mais ce qu'on est sûr, c'est qu'en récidive, donc une fois que tu t'es blessé, pour revenir et ensuite éviter de te reblesser, c'est vraiment la stratégie numéro 1. Ok. Prévention des blessures, ça c'est un des intérêts de la préparation physique. La performance aussi, forcément, non ? Ouais, bien sûr, la performance en fait, le renforcement musculaire va t'aider à avoir une meilleure économie de course. Donc, d'avoir une foulée plus légère, d'être plus efficace, en fait, de pouvoir durer plus longtemps aussi.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, ça augmente le nombre de fibres musculaires que tu vas avoir, mais aussi ça va augmenter ta capacité neuromusculaire, donc ta capacité à ton cerveau d'aller stimuler les fibres. Parce qu'en fait, souvent, quand on court, dès qu'on a un peu l'habitude, on se met un peu en mode économie. Donc, voilà, on a l'habitude. Le cerveau utilise toujours un peu les mêmes fibres musculaires qu'il sait bien utiliser. Et donc, le renfort, notamment la force, mais aussi l'explosivité, donc c'est des niveaux assez hauts de pratique, ça va t'aider à ce que ton cerveau aille chercher d'autres fibres musculaires plus nombreuses, plus cachées. Il a moins l'habitude de les utiliser. Ça va créer des nouveaux chemins. Et ça va énormément t'aider à avoir plus de force sur le moment quand en trail, tu dois un peu monter des rochers hauts, ou bien en descente quand voilà, tu veux vraiment être super rapide dans tes pas, ou bien d'aller un petit peu plus longtemps dans ta course, donc progressivement augmenter ton volume. On va pas mal parler dans cet épisode d'idées reçues. Une des idées reçues, c'est pour les coureurs, c'est une perte de temps de faire de la prépa physique. Ouais, c'est une perte de temps jusqu'à ce que tu te blesses, ou que tu te reblesses, que tu te retapes. Et puis là, tu vas devoir passer 3 semaines à pas courir et ensuite faire de la rééducation, reprendre progressivement. Donc du coup, tu vas perdre 3 mois d'entraînement. Et en fait, c'est très fréquent que des coureurs perdent 3 mois d'entraînement par an à cause d'une blessure. Mais finalement, sur 5 ans, ça te fait perdre 1 an et demi. Et donc, tu progresses pas finalement. Parce que quand tu perds 3 mois d'entraînement, après, pour revenir au niveau cardio et tout ça, ça compte énormément. Et d'autant plus quand tu es plus âgé. Parce que, en fait, quand on est plus âgé, on a vraiment besoin d'avoir plus de régularité. Quand on est plus jeune, 20 ans, 25 ans, on arrête 3 mois, on revient, on est pareil. Mais quand tu commences à avoir plus de 40 ans, ça marche pas. Il faut garder la régularité et chaque mois ou chaque 2-3 mois sans pratique, tu les payes cher. Donc voilà, c'est une idée reçue. Je suis pas sûre que ce soit encore une idée vraiment reçue. Mais bon, non, vraiment, le renforcement musculaire, pour moi, plus on avance en âge, plus c'est un socle impératif. Tu parlais de... Tiens, on va peut-être définir les choses. Tu le disais, pour toi, quand je dis prépa physique, c'est quoi ? C'est échauffement, renforcement et la récupération aussi, ouais. C'est tout ça ? Oui, je pense que vraiment les 3 sont indispensables. Donc, ça va être la prépa physique, donc préparer ses muscles, de la muscu, la cherche d'angle, de la mobilité... voilà un peu voilà tout ce qui va être en fait voilà ce que tu fais un peu en salle de sport ou dans ton salon, mais voilà. Ensuite, l'échauffement, pour moi ça fait partie de la prépa physique parce qu'en fait si tu prépares pas ton corps à l'effort, tu vas pas bien faire ton effort, tu vas avoir des mauvaises sensations et en fait ça fait partie de la progression. Donc l'échauffement, c'est encore une fois aussi un socle de l'entraînement et la stratégie de récupération. Donc après, c'est aussi plus en fonction de chacun. Il y a des choses qui vont marcher sur des uns, d'autres pas. Mais ça fait partie. Donc, qu'est-ce que tu vas manger, boire après ton effort ? Comment tu vas dormir ? Est-ce que tu vas plutôt te masser, prendre des bains chauds ou plutôt des bains froids en fonction de comment tu réagis ? Voilà, toutes ces stratégies-là vont aussi énormément avoir un impact en fait sur ta progression. Comment on va les détailler ? Comment on ajoute de la préparation physique dans sa préparation de course ? Il faut accepter de courir moins. Ouais, c'est ça. Je sais, c'est difficile parce que les gens, en fait, ne pensent que volume, charge, courir, kilométrage. Il faut accepter de courir un petit peu moins parce que on a tous des temps impartis, sauf si tu es athlète de haut niveau et que tu peux faire 20 heures de sport par semaine. Mais c'est pas le cas de tout le monde, je pense. Donc, il faut accepter d'avoir un petit peu moins de kilométrage et de prendre ce temps pour la muscu que tu vas faire, soit chez toi, soit en salle. Parfois, on peut le faire pendant qu'on court. Donc, par exemple, tu peux faire ta séance de running, par exemple, ta sortie longue, et toutes les 15 minutes, ajouter du renfort, 5 minutes de renfort dans ton entraînement. En faisant quoi, par exemple ? Donc, par exemple, tu vas faire des chaises avec le dos sur un arbre. Tu vas faire des chaises sur une jambe, sur une autre. Tu vas faire des fentes. Tu vas faire des fentes sautées. Tu vas faire des pompes. Tu vas faire des abdos, des mountain climbers. Voilà, tu peux faire pas mal de trucs. Tu peux aussi varier les intensités. Donc, tu peux faire des chaises ou bien des squats en isométrie, donc bloqués en bas. Et ensuite, des squats jump.
Tu peux le faire la même chose sur une seule jambe. Travailler en asymétrie, c'est très important, surtout en course à pied. Tu peux faire des pas de patineur. Enfin voilà, en fait, on peut faire plein de choses pendant sa course, mais ça suffit pas parce que en fait, quand on court, on n'a pas de charge lourde, donc ça va être du renforcement musculaire en poids de corps, ce qui est intéressant, mais ne suffit pas pour une préparation physique complète. Il faut faire des séances vraiment en salle ou dans son salon avec des haltères lourds. Voilà, avec des répétitions de 5-6 répétitions, entre 4 et 8 séries de 5-6 répétitions d'un mouvement. Oui, c'est long. Oui, ça peut paraître chiant. Oui, ça fait mal. Parce que les coureurs, souvent, ils trouvent que le renforcement musculaire, ça fait mal au début. Donc, je sais. Mais par contre, c'est vraiment un mal pour un bien. Et si on le fait vraiment très sérieusement, on va vraiment pouvoir courir 3 ans, 4 ans, sans bloc d'arrêt, mis à part bien sûr les coupures parfois d'hiver ou après des sessions de beaucoup de dossards, beaucoup de courses. Mais c'est des petites coupures qui durent 2 semaines et qui sont gérées. C'est pas des coupures de blessures où voilà, tu dois revenir. Donc, pour moi, vraiment, le plus important, c'est cette compliance, cette régularité dans le renfort. Parce que parfois aussi, finalement, on a un peu mal au genou. On va faire 2-3 semaines du renfort, puis ça va aller mieux. Et on se dit, bah, c'est bon, hop, voilà, on arrête. Et non, en fait, il faut le faire tout le temps, tout le temps. J'ai plein de questions. Une des idées reçues, évidemment, pour les coureurs, c'est de se dire, bah non, la muscu, j'ai pas envie de gagner en poids ou en carrure. Ça c'est contre-intuitif, on va dire. Oui, je comprends tout à fait. Mais alors, surtout pour les coureurs de trail, si vous ne gagnez pas en masse musculaire de cuisses, mollets, fessiers, abdos, ben, ça va pas bien se passer pour vous, hein. Donc, c'est vraiment une idée reçue. Finalement, vous allez gagner quoi ? 2 kilos peut-être max. C'est rien. Et c'est des kilos de muscles, donc c'est des kilos d'affûté. C'est pas des kilos de gras. Et puis, enfin, vous allez vraiment ressentir. Du coup, vous allez courir mieux, plus longtemps. Donc après, vous allez être peut-être plus fit. Donc non, c'est pas du tout de la masse qu'on gagne et qui fait prendre du poids inefficace. C'est du poids efficace qu'on gagne. Et puis, il faut aussi arrêter de penser qu'on va ressembler à Schwarzenegger, quoique je l'adore, mais bon. On ressemble pas voilà, à un Golgoth en 1 ou 2 séances de renforcement musculaire par semaine, surtout si derrière on fait beaucoup de cardio et que, quoi qu'il arrive, on va être en lise de graisse, lise lipidique, mais aussi protéique. On est quand même obligé d'en faire un petit peu. Quand on fait des très longues sorties, on tape un peu dans les protéines et donc voilà, on sèche. Donc, on va pas du tout devenir un Golgoth et il faut prendre du muscle pour supporter toute cette charge, notamment entre elles avec les descentes. Donc, il faut pas du tout le voir comme un handicap. Au contraire, en fait, c'est vraiment une augmentation de niveau. Je comprends parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de trailers parfois dans l'image comme ça, ils ont l'air super fins, c'est ce qu'on veut. Mais en réalité, ils en font du renforcement musculaire et que ce soit les athlètes, enfin les coureurs de petite distance ou de longue distance, ils en font et d'autant plus quand ils progressent en âge. Par exemple, Eliud Kipchoge, parce que j'ai un peu regardé là, il y a pas longtemps, avant, il faisait jamais de renfort. Mais maintenant, il en fait, en fait, parce qu'il se rend compte. Et d'autant plus, comme ils ont déjà des rapports poids-puissance très fins, après 40 ans, on commence à perdre plus de muscles naturellement. Donc, il faut d'autant plus aller en construire. Et il ressemble pas tout à fait à Arnold Schwarzenegger. Effectivement, il est tout fin, Eliud Kipchoge. C'est d'autant plus difficile pour les femmes de se dire, je me mets à la muscu, si. Ouais. Je sais qu'il y a encore cette image, moins chez les jeunes, je pense, mais plutôt pour les femmes au-delà de 40 ans, 50 ans. Il y a cette image un peu de femme musclée, on ne veut pas ressembler à ci ou à ça. Et donc, déjà, dites-vous que pour ressembler à une athlète crossfiteuse, voilà, très, très tankée, il faut faire 4 à 5 séances de musculation très lourdes, très intenses, manger en conséquence, certainement prendre des suppléments protéinés pour pouvoir reprendre énormément. Et en plus, il faut être jeune. Donc, dès qu'on a un petit peu moins d'œstrogène, qu'on mange normalement et qu'on fait que 2 sessions de renforcement musculaire par semaine, on ne va pas du tout se construire un corps ultra tanké.
Donc non, il faut vraiment éviter ce... Après, moi, je trouve que c'est beau, j'aime bien. Mais si c'est un rebutoir pour vous, ce que je peux comprendre, faut pas du tout avoir cette inquiétude parce que vous n'allez pas du tout construire un corps ultra tanké, en fait. Faut vraiment le voir comme un médicament. En fait, le renforcement musculaire, c'est le médicament de la course à pied, de prévention. Ouais, c'est une protection, surtout, en fait. Voilà, c'est une protection. C'est vos genouillères, c'est vos chevillères, là. Enfin, voilà, tout ça, en fait, vous l'avez à l'intérieur de vous, tout ça, cette espèce de raideur. Ça va être grâce au renforcement musculaire. Donc, il faut vraiment le voir comme ça. Et en fait, se dire qu'on n'a pas le choix, finalement. Si tu veux faire du trail, eh ben, tu dois faire de la muscu, de la prépa physique. Donc, muscu, échauffement et stratégie de récupération pour pouvoir le faire et le continuer. L'échauffement, par exemple. C'est quoi, avant chaque course ou c'est avant la muscu quand tu parles d'échauffement ? Les deux. Donc, avant la muscu, un bon échauffement, ça peut être de marcher ou de faire de l'elliptique, par exemple, ou de faire des mouvements, les mêmes mouvements qu'on va faire, donc par exemple des fentes, des squats, mais sans charge, de façon douce. Moi, souvent, par exemple, je mets de la musique cool, tu vois, que j'aime bien, là, qui me donne envie de danser. Je danse un peu, je fais des squats, des fentes, je tourne un peu sur mon vélo stationnaire. Voilà, 5-7 minutes. Et après, hop, je me mets à faire ma séance. Et donc, l'échauffement de course à pied, ultra important. Moi, je pense que ça doit commencer par minimum 5 minutes de marche. Okay. Je sais, vous n'avez pas le temps. Ah, j'ai pas le temps, j'ai que 45 minutes pour courir. On lance la montre et on court direct. Non. Marcher avant de courir. Parce qu'en fait, souvent, on est sportif, mais on est aussi sédentaire. Donc, on a passé 5 heures assis au bureau, dans les transports, où voilà, on sort de son lit si on court le matin. On n'a pas beaucoup d'afflux sanguin vers le système locomoteur. Et d'un seul coup, on va courir, quoi. Donc, non, les muscles et tout ne sont pas préparés. Donc, marcher à bonne allure, mais marche sans impact pendant 5-7 minutes avant de commencer à courir. Ça permet de mettre les articulations en lubrification doucement. Et ensuite, au bout de 7 minutes, 10 minutes peut-être pour certains, on se met à couroter. Je dis bien couroter. Donc, c'est vraiment en dessous de 70% de VMA. Donc, c'est très, très lent. Pour moi, par exemple, ça va être du 6,30, 6 minutes au kilomètre. Très, très cool. Pendant au moins 10 minutes, voire 15, voire 20. Avant d'aller vraiment taper dans un peu plus de vitesse en fonction de l'entraînement que vous avez du jour, quoi. Donc, c'est long, tu vois. Mais en fait, il faut accepter ça. Et finalement, si parfois on fait une séance où c'est juste marche, plus échauffement, et puis retour calme, c'est pas grave finalement. C'est quand même 45-50 minutes qui sont passées, qui sont bien passées. Et c'est un peu de volume. Ça reste qualitatif et puis on fera une séance avec du fractionné ou des côtes ou je sais pas quoi. Un autre jour, on aura plus de temps. Mais plus vous ferez ça, plus vous serez discipliné sur ces parties-là et plus vous pourrez durer dans le temps. Oui, c'est évidemment ça l'enjeu aussi, la longévité. Les séances de muscu, la question qui compte, c'est quoi ? 1, 2 fois par semaine ? 3 ? Idéalement 2. 2. Si vous pouvez faire 3, c'est le top. Après, je conçois que ce ne soit pas forcément possible dans le temps imparti. 1, c'est bien sûr mieux que rien, mais voilà, idéalement, ce serait plutôt 2. Par exemple, une séance dans la semaine où on va vraiment se focaliser prévention. Donc voilà, toutes les zones où on s'est déjà pété. Donc, par exemple, si vous avez des problèmes ischio-jambiers, vous vous concentrez sur ischio-fessier. Si vous avez des problèmes plutôt mollets, tendons d'Achille, vous faites plutôt de l'excentrique mollet. Voilà, on va plutôt aller chercher un peu tous les exercices de renfort que vous avez déjà fait chez votre kiné récemment. Vous les refaites vraiment chez vous, très, très bien, plus lourd. Oui, c'est un bon référentiel. Ça. Voilà. Et puis, une autre séance où on va travailler un peu plus global. Renforcement général. Donc, on va faire les mouvements un peu plus généraux de muscu. Donc, la fente, le squat, les soulevés de terre, les good morning, les fentes sur tous les côtés. Donc, on met la jambe sur le côté, derrière, croisée derrière. Les sumo squats pour travailler les adducteurs.
voilà, très général, du gainage. Avec du poids. Avec du poids lourd. De plus en plus lourd. Moi, je trouve que pour les trailers, finalement, il n'y a peut-être pas forcément besoin de faire des séances très spécifiques, endurance, force, machin. Déjà, si vous faites 5-6 répétitions, 4-5 séries de chaque mouvement, donc c'est un peu long, avec une charge où la 6e, vous pouvez en faire entre 5 et 8 max. Donc la 8e est pratiquement impossible. Voilà. Déjà, c'est génial. Donc, par exemple, pour un squat sur une seule jambe, le plus d'asymétrie possible quand on fait de la course à pied. Squat sur une jambe, donc c'est le squat, tu sais, où tu t'assieds sur une chaise et tu remontes sur une seule jambe. Donc, vous prenez un poids. Donc, par exemple, pour moi, si je dois en faire 5 ou 8 max, je vais prendre peut-être 15 kilos pour moi sur une jambe. J'en fais 5, 6, 8 max. Après, je prends l'autre jambe, j'en fais 5, 6, 8 max. Souvent, sur une jambe, on est plus en galère que l'autre. C'est toujours bien de le constater. Et après, vous attendez 1 minute. Voilà, on attend. On est obligé d'attendre que les muscles se régénèrent. Et on refait. Et on en fait 4 ou 5 fois ça. Donc, ça prend son temps. Après, on va faire, par exemple, des planches. Donc, dès que vous arrivez à faire 1 minute de planche, faites autre chose. Faites pas 5 minutes de planche, ça sert à rien. Dans ce cas-là, faites une planche lestée. Vous mettez un poids au niveau des lombaires et vous restez en planche. Ou alors, vous faites les planches sur les côtés. Planche sur les côtés avec élévation de jambes. Voilà, on essaye de rester jusqu'à 1 minute. Donc, on essaie de varier. Pareil, on le fait 5 fois 1 minute, avec 1 minute d'écart de pause entre chaque planche. Et ensuite, vous allez faire peut-être du soulevé de terre, voilà, pour travailler plus l'arrière de fessier, l'arrière des jambes. Et là, pareil, on prend un poids. Donc moi, par exemple, si je dois faire 8 soulevés de terre, je vais prendre peut-être 60 kilos. Voilà, on a beaucoup de force dans l'arrière des jambes et des fessiers. Et je vais en faire 8 max. Je vais attendre 1 minute 30 et en refaire 8. Voilà, et donc ça, 5 fois. C'est des séances qui durent quoi, 45 minutes ? Voilà, c'est des séances qui vont durer peut-être 30 minutes. Ouais. 40 minutes max. On fait entre 3 et 5 mouvements en fonction. Et déjà, c'est génial. Et après, la prochaine séance, on changera. Et c'est top. C'est pas forcément ultra compliqué, mais si vous le faites vraiment tout le temps, dites-vous, pendant 1 an, je fais 2 fois du renfo par semaine pendant 1 an. Même pendant les coupures. Pendant les coupures, on fait aussi le renfo. Mais vous allez décoller en termes de performance, en termes d'être de plus en plus à l'aise quand on court, monter les rochers un peu hauts, les descentes. Vous allez vraiment voler. En fait, on se sent voler. Et parfois, on dit « Ah oui, moi, j'ai peur de prendre du poids. » Mais en fait, tu t'allèges en courant. Donc, tu as pris peut-être 2 kilos de muscle, mais tu t'es envolé, tu gagnes 10 cm à chaque foulée, en fait. Je reviens sur quelque chose que tu as dit 2 fois, sur l'importance de travailler l'asymétrie. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Oui, puisque la course à pied, c'est un mouvement asymétrique. On est à tout instant sur un seul pied. Okay. On n'est jamais sur les 2 pieds ensemble. C'est pas le judo où on se squatte et on monte quelqu'un, ou même en tennis, finalement, on a un appui sur ses 2 pieds pour donner son coup. Là, la course à pied, on est toujours sur un seul pied. Donc, il faut absolument travailler en asymétrie ou en unipodal, on appelle ça aussi. Donc, typiquement, la fente, le squat sur une jambe. Là, je parlais de soulever le terre, c'est très bien. Mais par exemple, on peut faire aussi le soulevé terre sur une seule jambe en levant l'autre. Le one leg deadlift. Donc, le plus possible que vous travaillerez en unipodal ou en asymétrie, plus ce sera intéressant. Pour pouvoir vraiment développer de la force des 2 côtés pareil. Parce que, en fait, très souvent, et plus on se blesse, plus on développe de l'asymétrie dans sa foulée. Et donc, on va très vite se rendre compte en renforcement musculaire que sur la fente jambe droite, on est fort, et sur la fente jambe gauche, on galère de fou. Donc, dans ce cas, c'est très important de mettre le même poids sur chaque jambe, de ne pas augmenter l'asymétrie, de dire faire les fentes avec jambe droite, j'arrive à 25 kilos, fente avec jambe gauche, 12. Non, on reste à 12 sur les 2 jambes jusqu'à ce qu'on puisse augmenter avec la jambe gauche. Donc voilà, ça c'est hyper important de bien développer ça. Et je rajoute que cette muscu, idéalement, on la fait pieds nus. Ok. Pas de chaussures, surtout pas de chaussures de running qui sont... maintenant, les chaussures de running sont très mousseuses là. Oui, avec des grosses semelles. Voilà. Donc, on le fait le maximum pieds nus
pour pouvoir développer aussi la force de pied, parce que la base de la course à pied, c'est le pied. Il faut développer de la force de pied et plus on fait du renforcement pieds nus, plus on va sentir sous le pied, parfois ça tire, parce qu'en fait, on est en stabilisation du pied et ça, c'est super important. Ouais, ça, c'est intéressant. On a beaucoup parlé du bas du corps. Quel intérêt de travailler aussi les bras et le haut du corps ? Ouais, hyper important de travailler les bras et le haut du corps. Donc, déjà, il faut imaginer que la jambe commence sous les côtes. La jambe, elle commence pas au niveau des hanches. Elle commence sous les côtes. Pourquoi ? Parce qu'il y a le psoas. Le psoas qui est le muscle releveur, donc qui monte la cuisse devant, donc qui travaille à chaque instant de course à pied, qui te monte le genou devant. Il s'accroche au niveau de dessous les côtes flottantes sur la colonne vertébrale et il vient traverser ton bassin et il vient s'accrocher au début du fémur. Donc la jambe commence ici, déjà. Donc, dès qu'on prend conscience de ça, déjà, toute la posture de course à pied change. La jambe est ici. Donc, il faut travailler, bien sûr, les abdominaux. Juste sous la poitrine, quoi. Voilà, un peu plus bas que sous la poitrine, mais au niveau des côtes flottantes, quoi, ici, entre le nombril et le sternum. Donc, il y a un objet très important de renfort, bien sûr, de toute la chaîne, de toute la sangle abdominale, pour pouvoir maintenir ce lien entre le haut du corps et les jambes, puisque finalement, le psoas, après, il est tout seul, donc c'est pas non plus si gros. Donc, il y a un énorme besoin de renforcer le tronc pour le transfert de force. Et ensuite, les bras ont leur importance énorme en course à pied, notamment en stabilisation de posture, surtout en descente en trail. L'engagement des épaules est très important. Et aussi quand tu es en montée ou même à plat, en fait, le tirage comme ça des coudes va te propulser et t'aider à avoir ton buste bien en avant pour que tu aies une bonne position de course. Donc, il y a énormément besoin de renforcer le haut du corps. Alors, bien sûr, pas forcément des énormes biceps, triceps, sauf si vous faites du swimrun comme moi, mais, parce que c'est du trail et de la natation. Mais sinon, oui, vous avez besoin de travailler le haut du corps, notamment le dos, pour avoir cette posture bien érigée, bien droite. On a tendance un peu à se voûter un peu en avant quand on travaille en trail, parce qu'en plus, on a un peu tendance à trop regarder vers le bas. Donc voilà, d'être bien redressé, d'avoir le sternum haut, c'est hyper important. Donc le dos, après, c'est pas non plus c'est pas la zone majoritaire à travailler, bien sûr, quand on est un trailer, mais malgré tout, ça a son importance. Donc de temps en temps, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, on rajoute un exercice qui va plutôt te travailler, soit voilà le tirage coude en arrière. J'aime beaucoup le TRX, moi, je trouve, pour les coureurs, parce que voilà, tu as vraiment cette notion et de gainage et de tirage. Donc voilà, on peut faire du TRX ou se tenir à une barre, faire des tractions si on y arrive. C'est un peu dur, notamment pour les femmes. Mais du tirage, tout simplement, quoi. Ou du rameur même. Mais... Il faut varier, ne serait-ce que pour mentalement y trouver toujours de la fraîcheur. Alors, il faut varier, oui, mais on n'est pas non plus obligé de toujours trouver le mouvement dernier cri qu'on a vu sur les réseaux sociaux, hyper compliqué. Parfois, juste la base est toujours très bien. Donc, le squat sur une jambe, les bonnes et vieilles fentes, le soulevé de terre sur une jambe, c'est quand même très bien. C'est bien de varier les mouvements, voilà, comme tu dis, pour pas s'ennuyer, parce que la monotonie, que ce soit en course ou en muscu, ça a son rôle et ça peut rajouter de la charge mentale. Donc voilà, de temps en temps, varier, bien sûr, mais on n'est pas non plus obligé de tout le temps faire des mouvements extrêmes, fun. C'est comme le trail, parfois c'est pas toujours fun, quoi. La muscu, c'est pareil. Tu parles de charge mentale, on parlait de temps. Alors, tu disais, il faut moins courir pour mettre de la prépa physique dans son entraînement, mais notamment pour les femmes, il y a un vrai enjeu de temps. J'imagine qu'avec les femmes que tu coaches, c'est quelque chose qui revient beaucoup, ça. Oui, énormément, je sais. Je sais pas trop quoi répondre à chaque fois à cette histoire de temps, parce que parfois j'ai des membres de mon appli qui sont infirmières, qui bossent à fond, qui ont 2 enfants et qui arrivent quand même à tout faire. Donc je sais pas trop quoi dire. On a le temps pour ce qu'on veut, bien sûr. Ça demande de s'organiser. Ça demande, par exemple, peut-être de préparer les repas en avance pour être moins le soir en charge de préparer des repas. Ça demande aussi d'avoir un conjoint compréhensif aussi.
qui comprennent notre besoin de faire du renforcement musculaire et donc de rajouter, par exemple, une séance par semaine. Après, on peut aussi, par exemple, tous les petits mouvements de prévention. Donc, cette séance un peu prévention, là, de mouvement de kiné. Parfois, on peut le faire aussi un peu tout le temps. Parfois, les kinés, ils nous disent 3 fois par jour, tu te mets sur les escaliers et tu fais tes descentes de mollets, là, de talons pour prévention tendon d'Achille. Bon, bah ça, on peut le faire, par exemple, un peu tout le temps, tous les jours, quand on est au téléphone ou quand les enfants font leurs devoirs. On peut aussi rajouter des petits mouvements de snacking, comme on appelle ça. C'est aussi possible. Mais bien sûr, voilà, ce temps, il est incompressible, je le sais. Donc voilà, si dans la semaine, vous n'avez pas réussi à faire votre renforcement musculaire, eh bien, votre sortie longue, vous faites votre renforcement musculaire dans votre sortie longue, comme on a dit au début. Voilà, comme ça, c'est un petit contrat déjà passé. Ce qui peut aussi parfois remplacer le renforcement musculaire. Attends, je dis parfois, pas tout le temps, mais de temps en temps, si tu n'as pas eu le temps de le faire, quand tu vas travailler, si tu prends les transports, tu mets un sac à dos lourd. Donc, ton ordinateur, ta gourde dans ton sac à dos et tu prends tous les escaliers que tu peux dans la journée. Ça va quand même jouer son rôle, ou marcher avec un sac à dos lourd, ça fait un peu de renfort. Donc voilà, il y a aussi des trucs comme ça qui peuvent un petit peu remplacer, mais pas complètement. Oui, bien sûr. J'ai pas posé cette question alors qu'elle est essentielle. Les hommes et les femmes, est-ce qu'on est sur les mêmes exercices ? C'est une super bonne question. C'est pas les mêmes blessures entre les hommes et les femmes. Pourquoi ? Alors, on pense... Les études que j'ai pu lire, on pense que c'est parce que les femmes ont un bassin plus large. Et donc, il y a des genoux valgum. Voilà, les orientations de genoux ne sont pas les mêmes. Donc, les femmes, elles vont plus se faire mal genoux, hanches. Et les hommes, eux, qui ont un bassin plus étroit, vont avoir peut-être un peu moins ces problèmes de genoux, hanches, quoi, qui peuvent en avoir, bien sûr. Et vont souvent plus se blesser statistiquement au niveau des tendons d'Achille, mollets. Oui. Chevilles. Il y a aussi plus de prise de risque chez les hommes que chez les femmes, en général, d'une manière générale. Donc, il va y avoir parfois des blessures plus graves chez les hommes liées à des prises de risque, des chutes, que chez les femmes. Donc, oui, en effet, ce n'est pas exactement les mêmes blessures. Donc, côté femme, vraiment aller chercher énormément la stabilisation du bassin. Donc, muscler énormément les fessiers, les adducteurs, les abducteurs. Donc, côté de fessier, arrière de fessier, intérieur de cuisse, pour les femmes, énormément. Et pour les hommes, tout ce qui va être stabilisation de cheville, tendon d'Achille, mollet. Pour les femmes, il y a des périodes de la vie particulières. Pendant la grossesse, le postpartum, par exemple, on continue à faire de la préparation physique pendant ces périodes-là ? Alors, idéalement, oui. Après, toute grossesse est différente. Il y a des femmes qui peuvent courir jusqu'à la fin de leur grossesse. Moi, par exemple, j'ai pas pu. J'ai couru jusqu'à peut-être 3-4 mois de grossesse. Après, je le sentais plus. Par contre, comme je nage très bien, j'ai pu nager jusqu'au dernier jour de mes 2 grossesses. Parce que voilà, pour moi, c'est un sport facile. Donc, ça dépend des gens. Le renfort, oui, bien sûr, on peut tout à fait en faire. Encore une fois, je pense qu'il faut s'écouter. Si on sent pas que c'est trop épuisant, on diminue un peu. Mais oui, la prévention de perte de masse musculaire pendant la grossesse est très intéressante parce que quand on est enceinte, on perd du muscle. On est en sarcopénie légère et puis beaucoup à la fin. Donc, le fait de continuer quand même à se muscler, c'est pas mal. Ça nous permettra de pouvoir reprendre la course à pied plus facilement après, en postpartum, si on peut, si on n'est pas trop fatigué. Après, bon, tu vois, moi, j'ai 44 ans. Mes enfants sont grands maintenant, 11 et 15. Et finalement, toutes ces questions-là de grossesse, renfort pendant la grossesse, en fait, je me dis maintenant, on s'en fout un peu. Parce que, en fait, la vie est tellement longue. Finalement, la grossesse, c'est vraiment une parenthèse dans la vie d'une femme. C'est très court, entre guillemets. Ça paraît long sur le moment, parce qu'on se dit, c'est 9 mois, j'en peux plus. Mais en fait, c'est... Je vois ce que tu veux dire. Quand tu as le recul et que tes enfants ont 10, 15 ans,
que j'ai fait du renfort pendant ma grossesse ou pas, aujourd'hui, à 44 ans, je suis pas sûre que ça compte. Ouais, mais pendant très longtemps, en tout cas, c'était presque malvenu, mal vu. Et de se dire que si on a envie d'en faire, on peut en faire. Ah oui. Moi, j'avais suivi tes programmes de grossesse et voilà, j'aurais été mal de ne pas faire de sport, par exemple. Ah non, mais c'est Donc un rôle voilà. mental énorme. Ça Tout à a fait. changé quand même ces dernières années en termes d'état d'esprit. Oui, non, mais c'est très important de garder la forme enceinte et de continuer à faire du renforcement musculaire. Mais après, si vous le sentez pas et tout, c'est pas hyper grave. Mais ça a un rôle. Par exemple, moi, comme je suis très sportive, la grossesse, je l'associais quand même à une diminution de mon état de forme. Et donc, ça m'a aidé aussi énormément à garder le moral pendant des moments un peu peut-être difficiles de grossesse, de se dire, voilà, ça va, je fais quand même un peu de renfort, je vais revenir bien, je suis quand même encore en forme, même enceinte. Donc oui, ça a un rôle aussi de confiance en soi et psychologie positive énorme. Et par contre, autant la course à pied, ça dépend vraiment de chacun, de chacune. Enfin, de chacune pour les grossesses, c'est sûr. Mais par contre, on peut énormément marcher. La marche, marcher avec un petit sac à dos, faire des randos, même en montagne, enceinte, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, on peut garder quand même aussi ce lien avec la nature qui est très important chez les traileuses, même enceintes, en restant quand même connecté au chemin qu'on aime autant. Et c'est très, très bénéfique pour l'enfant. Hein. Donc, j'ajoute que le sport, même de haute intensité, favorise la fertilité chez les femmes comme chez les hommes. Qu'on peut faire du sport enceinte sans souci, tout en s'écoutant. Voilà, il n'y a pas de risque de perdre le bébé et tout ça. Bien souvent, en plus, les 2 premiers mois, on n'est pas forcément au courant qu'on est enceinte et on continue à faire son sport. Et on peut monter même en haute montagne. Voilà, quand on est enceinte, sans souci. Voilà, par exemple, on ne se pose pas la question de prendre l'avion quand on est enceinte. Bah, en réalité, l'air qu'on respire dans l'avion, c'est comme si on était à 2000-2500 mètres d'altitude. Donc, on peut tout à fait faire de la randonnée, même en haute montagne, enceinte. Une autre période de la vie des femmes, c'est la périménopause, la ménopause. Alors toi, c'est une idée que tu martèles, c'est justement un moment où il faut particulièrement faire de la préparation physique. Ah oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on passe 40 ans, on est en perte musculaire de plus en plus rapide. Je ne veux pas paraître inquiétante comme ça, mais il faut vraiment quand même en prendre conscience. Donc, on commence, les femmes, à perdre du muscle à partir de 30-35 ans, mais ça s'accélère après 40-45 et après encore plus, une fois qu'on est vraiment full ménopausée, donc entre 50 et 60 ans, ça s'accélère, c'est 10% de muscle en moins tous les décennies. Et pour les hommes aussi. Donc, même si vous courez et tout ça, si vous ne faites pas vraiment de la recherche de gain de masse musculaire à partir de ces âges-là, eh bien, vous êtes en fonte musculaire. Et donc, c'est là qu'on a vraiment des baisses de performance. Donc, on se sent aller moins vite, moins fort dans les montées, dans les descentes. Et c'est là aussi qu'on a le plus de risques de chute. Parce que les muscles tiennent moins bien ou nos articulations sont moins bien tenues parce que nos muscles sont moins forts. Donc, non, il y a vraiment un rôle énorme après 40 ans de la musculation. C'est encore plus un médicament. C'est le médicament du bien vieillir, c'est le muscle. Et en fait, on se rend compte aussi que le muscle, c'est pas juste de la force. Ce sont des vrais organes à part entière dans notre corps qui ont un rôle santé, comme tous nos organes. Et donc, ils ont un rôle, en fait, déjà d'absorption du sucre. Donc, notre sucre qui est dans le sang, il l'absorbe. Donc, ils ont un rôle de stockage énorme. Donc, ça baisse les risques d'encrasser nos vaisseaux sanguins. Ils ont un rôle aussi très important de neuromoteur. Donc, ils ont vraiment un rôle pour garder de la vigilance mentale. Et ils favorisent aussi une bonne santé du cerveau. Parce qu'en fait, ils envoient tout le temps des messages au cerveau et le cerveau les trie. Et donc, en fait, ça garde le cerveau en pleine activité pendant plus longtemps. Ils ont aussi un rôle d'utilisation de l'oxygène mitochondrial. Et on sait que l'ADN mitochondrial, donc la bonne santé des mitochondries, les petites usines à fabriquer de l'énergie dans nos cellules,
est très importante. C'est un facteur de longévité. Et donc, plus on a de muscles en bonne santé, plus on a une capacité à vivre en pleine forme longtemps. Ça veut dire que à tout âge, on peut commencer à faire de la préparation physique ? Bien sûr, à tout âge. Et on peut commencer à tout âge et il faut continuer à tous les âges. Et même si vous avez 60 ans, 70 ans, si vous écoutez que vos parents ne le savent pas, dites-leur, partagez-leur ce podcast. Il faut faire de la muscu, même à 70 ans, même à 80 ans. Et c'est pas de la petite gym douce. Moi, j'aime le pilates et le yoga. J'en fais, je pratique le yoga au moins une fois par semaine, voire plus. Mais pour moi, ça, c'est pas du renforcement musculaire assez pour construire de la masse. La gym douce, comme dit ma mère, parce que je reprends ses mots, elle fait que ça, elle veut pas entendre parler de la muscu, elle a 74 ans. Elle veut pas en entendre parler, malheureusement. Mais par contre, mon père, lui, il s'est mis, il a pris un coach. 2 fois par semaine, il va dans une salle, là, il fait des tractions, des trucs. Et il s'est redressé à 77 ans. Il avait le dos un peu voûté, il s'est redressé, il marche beaucoup mieux. Avant, il commençait un peu à claudiquer. Depuis 3 ans, il remarche bien droit. Donc, il y a un rôle énorme, en fait, de la muscu, particulièrement chez les personnes plus âgées. Et donc, on peut s'y mettre absolument à tout âge et voir des progrès. Je rebondis sur le pilates, le yoga. Ça pourrait être quoi, une routine parfaite en termes de séances? On a dit 2 séances de muscu. Ouais. On rajoute une séance de pilates yoga, oui. Peut-être pour... Oui, idéalement, on rajouterait une séance plus de mobilité. Je l'appellerais plus mobilité, souplesse par semaine. Donc, idéalement, déconnecté d'une forte contraction musculaire, donc à distance de vos runs ou de vos muscles. Donc, par exemple, le dimanche matin, vous faites votre sortie longue de trail. Si vous n'avez pas fait votre renfo, vous avez mis votre renfo dans votre sortie longue de trail. Et donc, le dimanche soir, à 18h, 19h, avant le dîner, ou bien même à 21h, après le dîner, avant d'aller se coucher, vous faites 45 minutes de yoga, stretching, très cool, pour pouvoir aller chercher un peu d'amplitude articulaire, détendre les muscles, travailler l'élasticité musculaire, parce qu'on se raidit aussi. Plus on vieillit, plus on se raidit. Et donc, il faut garder cette élasticité musculaire. En réalité, c'est plus que il faut entraîner son cerveau à ne pas avoir peur d'aller loin dans l'amplitude. En fait, souvent, des problèmes de raideur, c'est pas forcément que le muscle s'est raidi, mais c'est que le cerveau a peur d'aller loin parce qu'il se protège. Il protège le corps. Donc, il faut lui montrer qu'on peut y aller, que c'est pas dangereux. Et du coup, ça va se détendre et on va avoir plus d'amplitude articulaire et on va se sentir moins en douleur. Le stretching, par exemple, ça diminue la sensation douloureuse d'une forte contraction musculaire qu'on a eue avant. Donc oui, alors je sais, c'est tout. Moi, quand je parle de la Golden Week de sport. Ouais. Après, j'ai toujours le frein derrière de j'ai pas le temps, c'est impossible. Donc, je vais te donner cette semaine parfaite. Après, chacun fait ce qu'il veut avec. C'est ma question et effectivement, chacun fait ce qu'il veut après. Donc, idéalement, courir 3 ou 4 fois par semaine. Voilà, pour pouvoir avoir une bonne adaptation tissulaire. Si on court que 1 ou 2 fois dans la semaine, je pense que c'est pas assez pour que... c'est pas moi qui le pense d'ailleurs, c'est prouvé, c'est pas assez pour que le corps s'adapte et progresse dans les impacts et dans la refabrication des tendons, des muscles et des articulations. Donc, courir 3 ou 4 fois par semaine. Dans ces courses, moitié plutôt endurance facile, moitié intensité. Okay. Donc, au moins 2 fractionnés par semaine. Ça peut être du fractionné en côte, ça peut être du fractionné à plat, ça peut être du fractionné en descente. Attention, très dur seulement pour les niveaux élevés. Ça peut être n'importe quoi de fractionné où on fait monter le cœur très haut et on redescend. Ensuite, vous adaptez le volume en fonction de vos capacités. Donc, si tu prépares un trail de 100 km, tu vas courir plus, bien sûr, et plus longtemps. Et si tu prépares un trail de 25 km, tu adaptes ton volume. Ensuite, 2 sessions de muscu dans la semaine. Ça peut être un même jour qu'une course. Par exemple, si le mercredi, vous travaillez moins, vous pouvez écourir et faire le renfo. Ouais, ok. Voilà.
Et donc, une séance vraiment kiné, voilà, une séance plutôt kiné, prévention des blessures, cheville, si vous êtes blessé, cheville, genou, voilà. Une session vraiment muscule lourde, générale. Et une session par semaine, donc voilà, déconnecter plus loin que vos contractions musculaires de yoga ou de pilates ou de stretching, de mobilité, tai chi, ce que vous voulez. Un truc plus doux, plus cool. Voilà, donc ça fait idéalement un jour sans rien. Donc ça veut dire qu'il faut mettre au moins une fois du renfort le même jour. Voilà, ça ce serait vraiment l'idéal. Il faudrait rajouter 1 ou 2 jours dans la semaine, ça serait encore mieux. Mais ouais, bon. je sais très bien, mais en fait, il faut aussi dire que quand même faire du trail, c'est pas anodin. C'est un sport qui est magnifique, très beau, sublime, mais c'est une grande force qui implique de grandes responsabilités, comme dirait Maître Yoda. Et donc, voilà, quand on fait du trail, on est quand même responsable de tenir son corps en pleine forme. Parce que c'est quand même un sport qui est fatigant, difficile, impactant pour le corps et les articulations. Donc, c'est pas comme juste nager. Voilà, c'est sûr que quand on fait de la nage, c'est moins difficile pour les articulations. Donc, forcément, on est moins responsable. Voilà. Et après, si votre volume, c'est trop, par exemple, pour vous au début, de courir 3-4 fois par semaine, dans ces cas-là, faire un sport croisé. Donc, ça peut être du vélo, de l'elliptique, de la marche randonnée avec un sac à dos. Il faut mieux se faire aider, au début en tout cas, pour se lancer dans la préparation physique, ne serait-ce que pour faire les exercices comme il faut et ne pas se blesser, parce que ce serait quand même le... C'est sûr, ça a vraiment été prouvé que le renforcement est plus préventif quand il est aidé d'un professionnel, guidé, voilà, pour une bonne exécution, et aussi pour pouvoir le faire. Parce que c'est vrai que parfois, quand on le fait tout seul chez soi, on le fait 2 fois et après, ça nous saoule. Alors que si on a pris 15 sessions avec un coach dans une salle de sport, on a pris rendez-vous, le coach est là, donc on est un peu obligé de le faire, ou si le coach vient à la maison. Donc voilà, c'est vrai que le fait d'être accompagné par un professionnel, ça aide à la régularité et à la compliance. C'est quoi les idées reçues à combattre selon toi ? On en a passé quelques-unes, mais sur la préparation physique et... Je pense que la plus grosse idée reçue, c'est de prendre en masse. Enfin, pour moi, c'est ce que tu m'as dit, c'est vraiment la plus grosse idée reçue. Je veux pas grossir, ça fait prendre du poids, j'ai pris 2 kilos. Ça, c'est... Notamment parce qu'il y a cet enjeu quand même de poids chez les sportifs qui est très prégnant. Oui, mais tu vois, moi, c'est vrai qu'au début, dans mon job de coach sportif, au début, j'ai beaucoup fait le sport pour perdre du poids, pour ressembler à ça, pour avoir le corps, machin. Et maintenant que je le fais plus du tout et que je fais du sport et surtout de la muscu pour être plus forte, pour courir plus vite. Moi, j'aime courir plus vite. Pour nager mieux. Et en fait, j'ai un corps beaucoup plus en forme parce que finalement, le corps suit beaucoup mieux. Et de toute façon, on a tous des corps différents. Et finalement, même les trailers de haut niveau, vous avez plein de corps différents. Il y a des filles très grandes, des filles très petites, des filles très costauds, des filles beaucoup moins costauds. Mais même en triathlon, par exemple, vous avez des triathlètes qui sont très fines, d'autres beaucoup moins fines et qui ont pratiquement les mêmes résultats à tour de rôle. Donc, il n'y a pas un seul corps de trailer, je pense. Il faut vraiment, si on aime le trail ou la course à pied, il faut construire son corps pour pouvoir aimer encore plus son sport. Moi, je pense que finalement, la prépa physique, ça nous fait encore plus aimer son sport parce qu'on est plus fort, on est plus performant, on a moins besoin de s'arrêter, on se sent mieux. Donc, vraiment, c'est vraiment gagner en qualité de pratique. J'ai un dernier sujet que je voulais aborder avec toi qui est peut-être celui qui va peut-être te faire le plus réagir. C'est un sujet, la préparation physique, le trail, qui est très présent sur les réseaux sociaux. Il y a un peu de tout. C'est une bonne et une mauvaise chose. Moi, je pense que c'est une super bonne chose qu'on parle beaucoup de préparation physique sur les réseaux sociaux parce que ça ouvre les idées, les mentalités. Quand on a vu 15 fois dans la semaine que les trailers faisaient du renfort, on se dit, bon, il faut quand même peut-être que je m'y mette. Donc non, je pense que c'est vraiment une très bonne chose.
Moi, parfois, ce que je vois, c'est des choses très compliquées, où tu as l'impression qu'il faut avoir du matériel, sauter sur des box, des trucs que tu ne vois pas du tout faire, vachement dur. Il faut revenir à la simplicité. On n'est pas obligé d'avoir des équipements de malade et juste le faire. Voilà, parce que parfois on dit ah oui, il faut que je l'en fasse, mais est-ce que tu le fais vraiment ? Juste vraiment le faire tout le temps, toutes les semaines, pendant des années. Et en fait, c'est ça la clé, quoi. C'est pas le nouveau mouvement super fun d'un influenceur qu'on a vu ou d'un kiné qui marche bien sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est vraiment juste faire tout le temps, quoi, 1000 fois sur le métier, à remettre votre ouvrage encore et toujours. Mais comme quand on court, parfois on fait toujours le même tour. On l'aime toujours, c'est pareil en fait en muscu, il faut refaire. Et c'est ça qui marche. Donc, très bien d'en parler. Pas besoin de compliquer, juste la simplicité et la régularité. C'est un très bon mot de la fin, ça. Merci beaucoup, Lucille. C'était hyper intéressant. Merci d'avoir parlé de ce sujet. J'espère que ça va aider beaucoup de gens à vraiment s'y mettre, mais vraiment. Ouais, on est convaincus, je suis sûre. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté ce nouvel épisode de Queen of the Mountains. Et on se retrouve dans 2 semaines.